Apéro spécial match du dimanche en playoff. Et on est lundi du coup. Exactement. Lundi, 10 vidéos, bon. Meilleur jour de la semaine quand même. Après, si t'es fan des Cavs, Ah, c'est compliqué. si t'es fan des Nuggets, c'est un réveil un peu difficile. Le dimanche, ça a peut-être été un peu compliqué. Ouais. Tout à fait. On s'installe tranquillement en espérant que vous allez bien. On est là posé pour parler de ces chers playoffs. La folie continue, on est en demi-finale, on se régale, on en parlait tout à l'heure en off. Hein. Putain, franchement, C'est bien, on est gâtés. Hein. c'est cool. Bon, on va en parler, hein, mais il y a la première mi-temps là, de ce Thunder Nuggets, enfin Nuggets Thunder d'ailleurs, qui est bizarre. Ah, moi, je me suis décollé la rétine. Bizarre, ah bah t'es pas le seul. Et non, vraiment très bizarre et très, très incroyablement maladroit des deux côtés. Ouais. Donc, mais derrière, il y a eu une deuxième mi-temps avec beaucoup d'intensité, une vraie deuxième mi-temps de play-off dans un match qu'il fallait gagner. Exactement. Et le Thunder qui l'a pris. Thunder qui l'a pris, on va revenir en détail. Et puis après, on a eu une autre première mi-temps dans un autre registre. C'était à Indiana. C'était interdit au moins de 18. Et justement, on aura l'occasion d'en reparler puisque les Cavs sont désormais menés 3 dans cette série. Ils connaissent bien les 3-1 lead, les Cavs, mais là, elle est un peu piquante quand même. Ouais, elle est piquante, surtout que les Cavs, là, eux, ils ont dit « Ah bah nickel, Thunder Nuggets, on va faire pareil en première mi-temps », sauf que les Pacers, ils avaient d'autres projets, eux. Ils avaient des très gros projets, des projets de gros bâtiments, c'était extraordinaire. Avant de commencer, on espère donc que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé pour vous. On est hyper content de vous retrouver. Lundi, là, grosse semaine à venir. Grosse semaine parce que certes, on a les playoffs, il va y avoir de l'annonce de MVP avec peut-être des remises de trophées avant des matchs qui sont déterminants à OKC, on en reparlera. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce soir, je serai notamment sur Twitch, mesdames et messieurs, puisque à partir de 1h du matin, il y aura la loterie de la draft 2025, moment absolument immanquable. Rendez-vous sur Twitch à partir de 1h pour savoir qui sera l'équipe numéro 1 de la draft. Est-ce que les Spurs vont nous refaire le coup? Les favoris, c'est Wizards... Hornets et Jazz. Et Jazz. Wizards, Hornets, Jazz. Maintenant, les Pels sont pas bien loin. Les Pels sont 4e. On le sait récemment, les pires bilans ont souvent fini 5e, donc attention. Attention aux dégringolades. Il y aura plein de jeux à vous expliquer, notamment le fait que les Sixers, s'ils sont hors du top 6, leur pick va au Thunder. Est-ce que les Spurs vont monter parce qu'ils ont aussi le pick des Hawks? Cette phrase est tellement violente. Le Thunder, donc là, je synthétise ce que vient de dire Bastien. Le Thunder peut avoir le pick 7 ou 8 de la prochaine draft. Tout à fait. C'est possible. Sachant qu'ils vont devoir former Nikola Topic, hein, évidemment, cet été. Ouais, petit joueur. Toujours pas pu le faire tester. On aura évidemment droit à des tweets en majuscules de Alex si le pick des Suns, qui appartient aux Rockets, finit sur le podium, hein, puisque nos amis de Phoenix n'auront pas de pick de en toute honnêteté, ça me ferait plaisir pour les Rockets. Ça me dérange pas du tout. Ça nous mènera peut-être à un apéro. Dans tous les cas, rendez-vous ce soir, donc à partir de 1h du matin. Je vous retrouverai sur Twitch pour vivre ce grand moment, toujours un moment fondamental dans les saisons NBA. On va pouvoir parler de tout ça. Et enchaîner aussi, je vous le rappelle, puisqu'on est sur les vidéos du lundi, avec les potos Alex de Decathlon qui sont avec nous, même pour les apéros débriefs de playoff. Même en playoff, tout à fait. On est au printemps, petit panier de basket. Il y en a là, c'est le B700 là, que vous voyez à l'image. Donc c'est un panier qui se déplie avec une... je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que je le pense vraiment, c'est assez impressionnant. Tu déplies ton truc, c'est assez facile à monter. Et après, tu règles la hauteur, là, comme on peut voir et tout. Bon, tu peux le mettre à 3,05 m hein, sans problème. Tu as une vraie bonne sensation sur la planche et tout. Tu as un vrai truc. Enfin, je veux dire, si vous avez un jardin ou un bout de jardin, parce que bon, sur votre balcon à Lyon ou à Bordeaux ou à Toulouse, ça va être compliqué. Mais si vous avez un bout de jardin, c'est vraiment le truc cool à avoir chez soi. Exactement, et n'hésitez pas, comme on vous met en premier commentaire, si vous voulez aller checker toute la catégorie vêtements, fringues, chaussures, pompes, shorts, sleeves, chaussettes, tout aux franchises NBA. Vous pouvez aller checker ça sur le site de Decathlon. Évidemment, ils sont avec nous le lundi et on leur fait des gros bisous parce qu'on continue. On a eu des vidéos qui ont été faites. La dernière fois qu'on s'est vu, Alex, on était en mode scandale! Les Celtics, face aux Knicks, que se passe-t-il? On la fera un peu plus tard, cette vidéo. Ouais, on en reparlera, puisqu'il y a eu des matchs dans les deux autres séries dont on va parler dans une autre vidéo, c'est-à-dire la Knicks-Celtics et la Wolves-Warriors. Mais là, on se concentre sur les deux séries qui ont eu des matchs hier soir, qui en sont à 4 matchs. Eh oui. Tu veux commencer par dans l'ordre chronologique? On va faire la chronologie. Vous étiez nombreux à voir Thunder Nuggets. Main event de 21h30. Thunder Nuggets. D'ailleurs hier. À Denver, tout à fait. C'était le fameux Game 4. On avait vu, Alex, un match 3 exceptionnel. Il y avait un partout dans la série. On s'était rendu dans le Colorado et on avait eu une équipe de Denver qui avait été mais vraiment formidable collectivement pour essayer de l'emporter à domicile. Défensivement. Répartition du scoring et des énergies avec encore un Aaron Gordon hyper clutch, Jamal Murray formidable. Tout ça aussi pour aider un Nikola Jokic
vraiment à côté de la plaque au niveau du scoring, 0 sur 10 à 3 points. Ouais, ça rentre pas. Ça rentre pas du tout. Et on a une victoire de Denver. Qu'est-ce que tu avais vu déjà de ce Game 3 qui t'avait impressionné? Parce qu'après, on va basculer sur le 4. Vraiment, adaptation défensive très intelligente des Nuggets. Ouais. Qui, malgré un Jokic qui score pas ou pas bien, ont réussi à tout le temps rester dans le match et qui ont fait la différence en prolongation, dans le Money Time d'abord pour aller en prolongation, oui. Et ensuite en prolongation où là c'est un blowout de prolongation, on le voit là à l'écran, 11-2. Ouais. Le Thunder qui a un mal fou à mettre le moindre panier pendant que les Nuggets font tomber les gros tirs à 3 points, font tomber les plays défensifs, font complètement déjouer l'attaque du Thunder qui s'embourbe dans un truc prévisible, hyper décevant, la fin de et stéréotypé, avec un Shai Gilgeous-Alexander en galère, avec un Hartenstein qui rate des trucs, des petits push-shots qui met normalement et tout. Bref, le Thunder qui craque, le Colorado qui rugit, 2-1 Denver. C'était énorme. Le Game 3 était vraiment énorme. J'ai trouvé ça hyper impressionnant parce qu'en effet, comme tu le dis, il y a cette salle qui rugit. Il y a la force vraiment du collectif parce que dans ce genre de situation, franchement, combien de fois dans la saison et même ces dernières années, on a dit attends, un Nikola Jokic à 8 sur 25 au tir, dont 0 sur 10 à 3 points avec 8 ballons perdus. Normalement, ça c'est une défaite des Nuggets, mais tous les jours de l'année. Et là, force du collectif quand même, comme tu le dis, il y a tout le monde qui a contribué, même Michael Porter Jr. sur une épaule. C'était assez impressionnant. Moi, j'avoue que c'était le genre de match où je voyais, en plus avec un gros Jalen Williams, je m'étais dit, et même un peu de Chet Holmgren, quand même, surtout en début de match, je m'étais dit, celle-là, elle est pour le Thunder, ils vont bien réagir. On s'est tous dit ça. Après, ce qui est très différent du match 4 dont on va parler dans la foulée, c'est que là, effectivement, dans ce match 3, Jokic en grosse galère, il prend du rebond, il se bat, Jokic, il perd trop de ballons, il ne rentre pas les tirs. En revanche, défensivement, un rebond, il est assez irréprochable. Défensivement, j'aime beaucoup. Ouais, moi, j'aime beaucoup aussi. Et à côté de lui, ses copains font tomber dedans. Je veux dire, Michael Porter Jr., il fait grave tomber dedans. Aaron Gordon, pardon, Aaron Gordon, c'est quoi ces playoffs? Et donc, ces deux joueurs, plus Murray, qui va chercher du lancer, qui met quelques gros tirs importants et tout, offensivement, même sans un grand Jokic, on a vu aussi toute la qualité collective offensive et la menace qui vient de partout côté Nuggets, parce que ça finit quand même à 113 points, mais même avant prolongation, 11, donc 102 quand même, 102 partout. Ouais, donc ça passe les 100 points. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans le match de la nuit dernière, donc le match 4, là on a une configuration de match complètement différente. C'est-à-dire que... Tu crois ? Personne n'arrive à mettre de tir. C'est une horreur. C'est une horreur. La première mi-temps, c'est une calamité. Le premier quart des Nuggets... Premier quart historique, hein. Et même des deux équipes, parce qu'évidemment, les Nuggets, eux, les Nuggets ont quand même que 8 points au bout d'un quart. Ils ont la couronne. On était en effet en transition entre le Game 3 et le Game 4, et on avait une équipe de OKC qui était demandée au rendez-vous. C'est-à-dire que, déjà, contexte pas facile, il faut le dire, parce que certains, j'ai vu, l'ont mentionné, et ça a été beaucoup rappelé par certains joueurs. On a été quasiment sur un back-to-back. Les joueurs ont joué vendredi soir en overtime. Ah oui. Donc un match qui a duré très longtemps. Et ils ont joué dimanche. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Le dimanche. Donc dimanche midi. Donc c'est vraiment un très très temps de repos après un match aussi exténuant avec tout ce qu'on sait sur l'altitude et le déplacement à Denver. Et donc on est arrivé dans ce match où on s'était dit, oh là, on va voir à quelle sauce on va être bouffé. Aucune idée. On a vu tout de suite l'état des deux équipes avec 5 airballs dans le premier quart-temps, 25 points rentrés au total, le plus petit total de points marqués dans l'histoire des playoffs. Des jambes qui avaient l'air très très lourdes. Une lourdeur infinie, 0 sur 13 à 3 points pour les Nuggets dans le premier quart, une atrocité. Et pourtant, Denver qui ne met que 8 points, ils sont menés que de 9 points par le Thunder. Ils auraient pu être menés de 20 points. Quoi. En fait, le truc, c'est que Denver rentre aucun tir, même des tirs ouverts. En plus, même avec les jambes lourdes, ce sont deux équipes, et notamment le Thunder, qui restent bien organisés défensivement. Ça défend très intelligemment. Je veux dire, entre ce que les Clippers ont proposé et ce que propose maintenant le Thunder, je veux dire, il faut comprendre aussi, Jokic fatigué, machin, c'est pas pour l'excuser, on s'en fout. Au contraire, c'est pour faire un big up, comme on dit, à ses adversaires. C'est-à-dire que là, on a des équipes qui réduisent au mieux de ce qu'elles peuvent l'impact de Niko Jokic. Et elles réussissent. Et elles y parviennent. Il y a sa fatigue et tout, mais il y a aussi des Chet Holmgren, Hartenstein ou Jalen Williams sur les minutes qu'il a, Caruso. Voilà. Double. Donc il
des vraies tactiques défensives. Donc en plus, les soirs où ça rentre pas, bah, ça donne ce genre de première mi-temps où il y a combien? Il y a 40 à 30 à la mi-temps, 42, c'est 30, ça, 42, 36. Il y a 42-36 pour le Thunder, grâce à notamment un garçon qui aurait été énorme en première mi-temps, Christian Braun, et défensivement et dans la provocation de lancer. Les Nuggets restent dans le coup. Ça commence un petit peu à rentrer au shoot, mais de manière timide. On a un premier 3 points. Le premier 3 points, il est rentré par Westbrook de la soirée pour les Nuggets. On a le Thunder qui essaye un petit peu de trouver justement son rythme, mais c'est pas facile. Ils n'arrivent pas à créer la distance. Et donc c'est vrai qu'on se dit, bon, il y a quelques points d'avance pour OKC à la mi-temps, mais attention, parce que si les Nuggets trouvent un petit peu leur rythme, ça peut vite se transformer en soirée à regret pour le Thunder. Et on en parlait là en off avant de tourner. Bah dans le troisième quart, c'est ce qu'on se dit. Hein. Le troisième quart, en fait, Denver a 36 points à la mi-temps, ils ont 33 points dans le troisième quart. Non, mais leur troisième quart à Denver c'est le Nuggets basketball. Excellent, des gros tirs qui tombent dedans, un peu plus de mouvement de balle. La défense d'OKC qui prend un petit peu l'eau. Je veux dire, l'attaque de Denver, c'est ça aussi, c'est qu'ils arrivent à faire prendre un peu l'eau, même à la défense d'OKC. C'est ça. À la fin du troisième quart, nous on s'est dit, franchement, les Nuggets, là, ils ont une main et demie sur le volant. Ah ouais. Putain, tu te rends compte, ça sentait le 3-1, quoi. Ouais. Et c'est là qu'il faut souligner. T'as raison de parler de la défense de Brown, il y a la défense de Gordon aussi. De toute façon, les deux principaux défenseurs en premier rideau font un boulot absolument magnifique. Bon, Gordon, des deux côtés du terrain, il est incroyable. C'est quasiment le seul qui n'a pas l'air fatigué en plus. Franchement, Gordon, à la base, il était censé avoir mal au mollet, le type. Ouais, tout à fait. Après, c'est un athlète tellement extraordinaire. Aaron Gordon, c'est tous des très forts athlètes, mais Aaron Gordon, c'est quand même le sommet du sommet des athlètes. Non, mais c'est un malade. Et effectivement, Christian Braun, ses premiers playoffs en tant que titulaire. Ouais. Là, on lui envoie du Shai Gilgeous-Alexander. Super. Il fait un boulot pour rester devant Shai Gilgeous-Alexander qui est absolument incroyable. Ouais. Pas trop de fautes à la con. Il arrive à rester devant grâce à sa très bons mouvements latéraux, puis on sent qu'il a extrêmement bossé le scouting report. Il est bien prévenu par ses copains aussi. Il y a aussi les bonnes aides, les bonnes rotations défensives, le temps qu'ils reviennent. Il lutte bien dans les écrans. Il gêne énormément Shai Gilgeous-Alexander qui a très peu de vrais shoots ouverts, qui n'a pas ses mid-range habituels. Quand c'est pas Brown, c'est Westbrook qui fait des... Qui met le gant. Qui met le gant, voilà. Westbrook the glove. Qui met le gant sur du Shai et tout. Ils sont incroyables. On va reparler de Shai dans le quatrième quart. Moi, j'ai bien aimé son quatrième quart à Shai, par contre. Hein. Perso. On va reparler. Ouais. Mais c'est vraiment, il faut le souligner, la défense de Denver, elle est collective. Et comme toute défense collective, il y a dedans quelques individualités qui sortent du lot et qui font un travail incroyable. Christian Braun en fait partie. Ouais. Il était pas loin d'être le gars qui faisait pencher la balance pour les Nuggets hier. Hein. C'était le meilleur joueur des Nuggets pour moi hier. Christian Braun, il a été vraiment énorme et tu sentais que ça pouvait être un match qui allait aller dans leur sens, hein, puisque les Nuggets vraiment sont à domicile, quatrième quart, ça va le faire. On va pouvoir choper ce 3-1 lead et continuer cette aventure là des Nuggets qui est complètement folle. Ils arrivent à gagner en toutes circonstances, des matchs fleuves, des matchs serrés. Franchement, cette équipe, elle est extraordinaire pour le moment. Mais au moment, moi, comme toi, j'étais devant le match et j'ai envoyé mes tweets sur le compte. Je me demandais si le Thunder, après ce qu'ils avaient offert au Game 3, allait être capable de montrer que dans ce genre de situation, à l'extérieur, match de tranchée, pas facile, essayer de l'emporter alors que tu es mené, face à une équipe expérimentée, est-ce qu'ils allaient y arriver? Et j'ai trouvé que ce quatrième quart, c'était un moment dont on reparlera peut-être ensuite dans le projet Thunder. Oui. C'est un moment décisif dans leur histoire parce qu'ils auraient pu s'écrouler, ils auraient pu être indisciplinés offensivement, ils auraient pu faire des choix de rotation de merde parce que Marc Daigneault, les 3 premiers cartons, on est en mode genre... Est-ce que tu vas t'ajuster, pépère, parce que Lou Dort, ça commence à bien faire. Et l'ajustement a lieu. Lou Dort, qui est atroce au shoot, 2 sur 10 à 3 points et qui a envoyé, même les choix sont terribles, n'a joué que 19 minutes. Il nous met du Alex Caruso sur le terrain. Il nous a mis aussi, quand même... Les minutes d'Aaron Wiggins sont très bonnes. Aaron Wiggins et Cason Wallace qui sont super. Le quatrième quart de OKC, du coaching staff aux joueurs, j'ai adoré. J'ai trouvé qu'ils ont répondu au test. J'ai vu les reproches en direct faits à Daigneault. Je vois, hein, je comprends, mais je trouve qu'on est dur trop avec les... Dans quel sens? Parce qu'en fait,
Donc c'est une première mi-temps hyper compliquée. C'est dans ce genre de séquence longue, hein, c'est une mi-temps entière, où les tirs rentrent vraiment pas du tout de part et d'autre. Très difficile de juger le fond. Parce qu'en fait, on est tous, malheureusement, un peu trop focus sur le résultat qui est l'adresse dégueulasse, tu vois. Mais il y a une différence entre des bons tirs qui rentrent pas et des tirs contestés qui rentrent pas. C'est-à-dire que là, on avait quelques tirs ouverts, effectivement, qui rentraient pas. Il y avait rien qui rentrait. Ça arrive, c'est du basketball. On a même vu des lay-ups, les mecs ratent des trucs trop faciles et tout. Difficile, je trouve, de mettre ça sur le compte du coaching staff, à mon avis. À moi, jamais j'ai mis ça sur le compte du staff. Donc, moi, c'est autre chose qui m'a dérangé. Oui, après, il y avait l'attaque trop stéréotypée du Thunder. C'est vrai, ils ont tendance à aller dans le mur quand même. C'est juste parfois c'était tête dans le mur et à ne pas s'ajuster par rapport à juste ce qui se passe en fait. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que au final, il l'a fait. En fait. Dans le 4e quart, il y a eu ce qu'il fallait. C'est bien, il a gagné le match, tu vois. C'est lui le coach, il est au bord du terrain, il est dans le flow du match. On dit, ouais, Lou Dort horrible. Oui, Lou Dort a été dégueulasse. Il a surtout pris beaucoup trop de 3 points par rapport à ce qu'il en rentre. Il n'est pas le seul de son équipe. Hein, je veux dire, attends, fais voir. Ouais, Jalen Williams a été infect. Il a fait, après son meilleur match en playoff en quart, il a fait un de ses pires. Ça a été horrible. Voilà, sauf que par contre, défensivement, en termes de switch, de provocation de lancer et tout, Jalen Williams reste un joueur important. Donc, en gros, là, il shoot, il rentre rien. Mais, en fait, tu le laisses sur le terrain. Oui, bien sûr. Donc, le choix Caruso est incroyable. Cason Wallace et Aaron Wiggins ont eu leurs minutes, ont été très efficaces. Mais c'est vraiment les minutes de... Enfin, c'est vraiment Caruso qui a récupéré plein de minutes de Lou Dort, je dirais. Les minutes de Dort, tout à fait. Et il a été... déjà, il a mis des gros tirs, il a hyper bien défendu. Enfin, mais c'est Caruso, quoi. C'est exactement. C'est du Caruso game où on l'a vu défensivement se battre et notamment bumper du Jokic au poste quand il y a des switches, de venir justement calmer les jeunes. Parce que c'est ça aussi qu'on a vu l'année dernière quand il y a eu le transfert, notamment pour Josh Giddey. On s'était dit, bon, dans quelle situation ça va se traduire. On l'a vu au premier tour, Caruso a été énorme contre Memphis, mais c'était les Grizzlies, hein, donc il se respecte, ça allait. C'est différent. On savait qu'il allait avoir dans les playoffs un moment où ce transfert allait prendre sa pleine valeur. Et on le voit sur le début de série, et notamment sur ce 4e quart. Tous les jeunes en ont parlé après la victoire. Ils ont dit, la force tranquille, vétéran, qui connaît le chemin, on en avait besoin à ce moment-là. Et Caruso, c'est le mec qui arrive et qui va aller bumper au rebond, qui va aller redire aux jeunes, c'est maintenant qu'on doit appuyer fort. C'est celui qui motive Cason Wallace à appuyer en transition et Aaron Wiggins, les deux, ils ont été énormes. Pour moi, c'est les 3 joueurs du match, côté OKC. C'est le banc. C'est Caruso, et même Adelman en a parlé en conférence de presse. C'est Caruso, Wiggins et Wallace. Super. Ils ont été super. On parle pas souvent de lui, mais non. Il fait pas trop d'erreurs défensives, il se bat bien, il emmerde les arrières adverses, il est capable de switcher, il est costaud. Il fait voir sa feuille, il a mis 3 sur 3 à 3 points. Hein. Non, mais c'est parfait. Non, vraiment. Il a été exceptionnel. Et c'est pour ça, je veux dire, faut pas oublier que Denio, lui aussi, ce ne sont que ses 2e playoffs. Lui aussi, c'est un jeune coach. Et pour un jeune coach, il se retrouve à Denver, dans un match 4, tout pourri, ça brique dans tous les sens. Il y a les vieux briscards qui donnent l'impression de se mettre en route en face, les Murray, machin. Aaron Gordon est incroyable, t'as l'impression que ça se met en route dans le 3e quart, on se fait tous, oh là là, putain, oh la misère et tout. Il y a un paquet de coachs qui n'auraient pas fait les bons choix à ce moment-là. Denio, lui, il les a fait. Exactement. Donc, mais moi, je suis d'accord. C'est juste qu'en fait, là, on est totalement d'accord, c'est qu'au moment du 3e quart, quand il y a ce run-là, je trouve que les critiques à ce moment-là et les attentes ou les incertitudes des fans du Thunder sont justifiées. C'est-à-dire qu'on voit des choses qui doivent être modifiées et qui ne sont pas faites. Et la réponse, elle est dans le 4e quart. Elle est là. Donc maintenant, il faut aussi rendre à Denio ce qui a été fait. Les choix ont été bons. Les joueurs ont répondu présent. Là, on en vient évidemment à Shai Gilgeous-Alexander parce que Shai nous a envoyé évidemment 9 points dans le 4e quart. Il y a du gros jumper, du turnaround. Il y a des 3 points un peu pourraves là, en pull-up, en première intention, pas ouf. Il cherche le home run. Mais il cherche exactement, mais il trouve pas, ça tombe pas dedans. D'ailleurs, de toute façon, Shai, non, il a pas mis de 3 points. 0 sur 5, 0 sur 5 dans ce match. Il a été chercher quelques lancers, notamment parce que le Thunder, à la différence du début de match, où moi j'étais en train, je voulais balancer mon PC par la fenêtre, lorsqu'il y a des cartons où ils sont dans le bonus, alors qu'il reste 7 minutes à jouer, et que ça bombarde à 3 points. Là, ils ont été aussi un petit peu plus agressifs, donc il y a des lancers qui ont été provoqués. Parce que je veux dire, les Nuggets avaient un avantage lancé,
énorme sur ce match et de manière logique. Ils étaient devant au lancer tenté parce qu'il n'y avait rien qui rentrait. On a parlé de Christian Brown qui provoquait beaucoup, même Jamal Murray. Ils ont eu 36 lancés. Ouais, ils en ont raté 10. Hein. Et ils en ont raté 10. Il faut le dire ça. Et on va revenir parce que dans ce genre de match, exactement. Rater 10 lancés, ils en ratent 6. Le Thunder, ça rate du lancer. Et le Thunder, sur le Game 1, ils se sont fait avoir notamment sur ce lancer. Ils ont été chercher ces lancers-là. Et donc, le quatrième quart, c'est la réponse d'OKC qui égalise dans la série, donc à 2-2. Ce qui est énorme parce que tu ne pouvais pas te permettre de rentrer à 3-1 à la maison. Là. Non. C'était pas possible. Non. Surtout perdre celui-là, là. Après avoir perdu le Game 3, je pense que mentalement, ça aurait été trop dur. Ça aurait été trop chaud, je suis d'accord. C'est peut-être un match bascule dans la saison, en effet, et dans le projet Thunder. Je crois que les attentes, c'est aussi sur les matchs serrés, parce que OKC a mis tellement des branlées cette saison qu'en fait, on se demande aussi dans le clutch ce qu'ils sont capables de donner. Game 1, ils se font quand même avoir. Et Game 3 aussi. Mais ouais, c'est surtout la prolongation du Game 3 qui a commencé. Les gens ont commencé à se dire, ouais, d'accord, ok, les Thunder, s'ils mènent pas de 30, et le finish du Game ils savent pas gagner un match. Où tu leur avais tapé dessus, logiquement. Oui, mais pas bon leur finish. Genre, putain, quand même, les finishes. Match 5 à OKC avec la probable remise du trophée de MVP de Shai Gilgeous-Alexander. Devant Jokic. Attends, parce qu'il y a un petit contexte. Tu crois? Devant Jokic. Des trucs beaux comme ça. Des ténors qui se retrouvent dans un truc avec la balle. Donc là, c'est bien. Remise du trophée, match 5 crucial. On va pas vous ressortir, mais à 2-2 dans une série en 7. 75%. C'est 75% des équipes qui gagnent le match 5 à 2-2 qui se qualifient. Après, c'est logique. Quand c'est l'équipe à l'extérieur, c'est encore plus gros parce que Denver, par exemple, s'ils gagnaient ce match 5, après le 6, c'est tout de suite chez eux. T'es à la maison et là, mais bon, en tout cas, remise de trophée, match crucial de ouf. Ouais, ça va être énorme. Mardi soir, si je dis pas de bêtises, au Paycom Center, la Thunderdome, enfin la Chesapeake, comme on aime bien dire. Voilà, la Chesapeake, on va pas bouger là-dessus. Dernier élément, moi, j'en avais certains et peut-être que tu en as d'autres, élément que je voulais mettre sur la table pour en discuter avec toi, parce que moi j'ai pu en discuter sur les réseaux avec certains, voir un petit peu leur réaction. Force est de constater que après une série très physique, difficile et vachement bien ajustée, comme tu l'as dit, de la part des Clippers en défense sur Jokic, qui est testé dans tous les registres du jeu, le Thunder avait pris un très gros Game 1 dans la gueule de la part du Joker, 42 points, 22 rebonds. Les 3 derniers matchs, il y a plein d'éléments, de fatigue, de couverture défensive, d'impossibilité de trouver ses zones de confort. Il est pas du tout à la hauteur, Nikola Jokic, et il faut le dire parce que c'est difficile de dire ça en 2025. Non, c'est ça que le Thunder fait très bien, encore mieux que les Clippers. Oui. C'est que, tu l'as dit, Jokic est rarement dans sa zone de confort. Oui. Donc là, en plus, les tirs à 3 points ne tombent pas dedans, parce qu'il est capable d'en mettre, attention. Oui. Mais il le pousse là-dedans. Ouais. Ils l'envoient dans du tir à 3 points. Ils essayent d'éviter de l'avoir trop sur la ligne de lancer ou dans le poste bas un peu étendu, enfin vraiment les zones de ouf où Jokic devient complètement injouable, ce qui recule moitié dos au poignet. Tu sais jamais si ça va être une passe, une cross courte passe à l'opposé, ou si ça va être une pocket pass, ou justement ça va se finir en petit hook et ça devient l'enfer pour tes intérieurs. Là, ils évitent ce genre de choses. Les prises à 2 sont très bien timées. En plus, comme on a beaucoup d'athlètes assez incroyables côté Thunder, il faut reconnaître que leurs joueurs extérieurs, ils couvrent un terrain. Mais moi, j'étouffe alors que je suis à 8000 km. Et de l'autre côté, c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant. Je trouve que les Nuggets sont en train de faire défensivement au Thunder ce que moi, je voyais les Clippers leur faire. C'est-à-dire le taf d'un Christian Brown, j'imaginais bien des Chris Dunn ou des Kawhi ou des mecs comme ça se mettre dans ce genre de rôle. Le taf d'un Aaron Gordon, j'imaginais bien des Batum ou des Kawhi, enfin tu vois, en fonction de comment tu les... Ou Derrick Jones faire ça aussi. Et après, j'aime bien le Zubac et tout, enfin voilà. Mais du coup, les Nuggets, c'est intéressant comment ils varient entre des espèces de zones presse parfois. On voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de modifications tactiques défensives de la part des deux équipes. Genre, c'est un chef-d'œuvre. Moi, le Thunder qui, dans le 4e quart, tout d'un coup, se met à presser toutes les remises en jeu hyper haut à 3/4 terrain, là. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, ils ont Caruso, ils ont Cason Wallace, ils ont Aaron Wiggins. On parle jamais, mais Shai, ok, en attaque, machin, en défense, franchement, il taffe. Oui, bien sûr. Il fait grave le taf. C'est-à-dire, c'est important aussi. Les deux leaders, là, les deux candidats MVP, font du taf en défense. En défense, ils sont obligés. C'est pour ça qu'on a c'est pour ça qu'on a quand même une très grande série. Moi, j'avoue que les briques de la première mi-temps d'hier qui donnent cette deuxième mi-temps
assez incroyable, une vraie deuxième mi-temps de playoff. Moi, j'ai bien kiffé. Hier, la deuxième mi-temps, elle est incroyable. Non, c'est sûr. Sur Jokic, je vous remets les stats un petit peu parce que sur les trois matchs, donc il est à 21 sur 63 au tir, c'est 33% de réussite. Surtout les 3 points, 18%. Voilà. Et puis cette stat-là, 16 ballons perdus pour 15 passes décisives. Lorsqu'on avait fait le débrief du Game 1, notamment avec ce shoot d'Aaron Gordon là, je discutais avec toi du fait que je trouvais l'approche du Thunder excellente, juste il s'était fait notamment défoncer dans l'intensité. Il y avait eu 150 rebonds offensifs pour les Nuggets qui avaient été chercher le match. On peut parler de plein de choses, et moi je veux bien l'avis des fans des Nuggets, ou même des gens d'une manière générale qui voient ce qui se passe avec Jokic. Fatigue, première série vraiment compliquée, 7 matchs, par rapport au Thunder qui a des cannes un peu plus légères, l'accumulation de toute une saison qui est compliquée. J'ai vu Charles Barkley parler du fait que quand même c'est pas facile pour un Jokic qui a beaucoup donné cette saison, pas que en play-off, qui a quand même mis la franchise sur ses épaules. C'est vrai. C'est vrai, on est en train de voir un petit peu de la fumée qui sort des narines. Pour autant, le Thunder est en train de montrer exactement comment est-ce qu'il faut défendre sur le meilleur joueur de la planète. Ouais. C'est vraiment exactement comme ça qu'il faut faire. Et moi, j'ai hâte de voir comment vont s'ajuster et les Nuggets et Jokic, parce que ça ne se passe pas qu'en individuel. Je trouve que parfois, les choix sont bons, juste ça ne rentre pas. Déjà, pour le côté turnover par rapport aux passes décisives, il perd trop de ballons, Nico, ça c'est sûr. Par contre, il y a plein de passes qui devraient être des passes décisives. Et il n'y a pas le shoot qui rentre au bout. Et il n'y a pas le shoot qui rentre au bout. Voilà. Bon, ça, c'est comme ça. Le truc où il se fait manger, Nico Jokic, je trouve, et là, ça se voit qu'il est fatigué, puis aussi lucide et tout, et le Thunder en profite parfaitement bien, c'est que ça va un petit peu moins vite. D'habitude, les prises à deux, elles arrivent, mais en fait, Jokic, il a déjà tout vu, il lâche sa balle plus vite, ce qui permet au ballon de circuler mieux et tout. Après, en face, ça bouge trop bien, je le redis, la défense périmètre, la défense sur les lignes de passe, la façon de prendre à deux, l'aide de l'aide et tout, c'est vraiment un modèle de défense ce que propose le Thunder. Mais c'est vrai que Jokic, là, ça va un petit peu moins vite. Tu sens qu'il est un petit peu atteint, il est en dehors de sa zone de confort. Il est testé, là. C'est ça. Et donc, hâte de voir le Game 5 parce que ça va être normalement une célébration pour Shai Gilgeous-Alexander. Ça devrait être pour le Thunder l'occasion de reprendre donc cet avantage du terrain qu'ils ont fait là au Game 4 et peut-être mener 3-2, ce qui, comme on le sait, après est extrêmement difficile pour les autres équipes de revenir. Est-ce qu'on va avoir... Tu dis quoi ? Je suis curieux du coup. Tu dis quoi ? Moi, j'ai Game 5 déjà, tu dis quoi ? Alors, déjà, pour commencer. Alors justement, j'allais faire plutôt en entonnoir. Lorsqu'on a fait la prévue de la série, j'ai dit 4-3 Thunder. Pas mal. Et que je pensais que cette série... Je suis sur mes bases. Et je pense que cette série, comme j'en ai discuté dans la conclue, c'est la série qui va définir la capacité du Thunder à aller chercher le titre. C'est eux, là. Ou celle des Nuggets, hein ? Oui, tout à fait. Mais pour le Thunder dans leur projet. Les Nuggets connaissent le chemin du titre. Oui, bien sûr. Ils ont l'expérience. Alors certes, ça se voit. Coach, c'est terrible, mais là, ça se voit. Le Thunder, entre le match d'hier soir, le Game 5 à venir et la suite de cette série, je pense que le Thunder va passer. Parce qu'ils ont pris le match, notamment hier, que Denver aurait dû prendre. Je pense qu'il va y avoir 3-2 pour OKC, mais qu'ensuite, Denver va forcer un Game 7. Ok. Et toi ? Je pense que la série, elle est finie. Je pense que le Thunder va gagner les 2 prochains matchs. Ok. Ils finissent à Denver ? Je pense que cette victoire-là, c'est peut-être la victoire la plus importante de ce jeune groupe. Ah ouais. Et que les Nuggets m'ont paru... Je veux dire, le Thunder commence à être un peu fatigué, à accuser le coup physiquement, mais ils ont une ressource de malade mentale. Puis ils n'ont pas le même kilométrage que les gars. Ils n'ont pas le même kilométrage, et à la base même, on parlait d'Aaron Gordon, mais autour, c'est des très beaux athlètes, les joueurs des Nuggets. Attention, Christian Brown, il rigole pas du tout. Westbrook, pour son âge, il est encore incroyable et tout. Jokic, mais c'est un peu moins deep que le Thunder, et un peu plus vieux, et un peu moins athlétique à la base. Donc voilà. Et je pense que ce dont avait besoin le Thunder, c'est ce genre de déclic, c'est-à-dire c'est un match au sang et à la sueur, ça. Où ça rentre pas, où tu t'arraches, t'as peur dans le 3e quart, en début de 4e quart, t'as peur tu te dis putain merde, ça va encore nous échapper. En fait non, ça t'échappe pas, ils l'ont gagné à Denver. Donc oui, je pense qu'ils vont gagner le match 5. Et je les vois bien capables d'aller finir ça en 6. C'est parti pour moi le Thunder. En plus, ça collerait avec mon pronostic, ça serait parfait.
4-2 avait dit Alex pour le Thunder, j'avais dit 4-3. À voir. Dites-nous évidemment vous ce que vous en pensez sur cette série, mais on se régale. C'est vraiment. De toute façon, n'importe quel match de basketball joué par les Nuggets, j'ai l'impression, dès qu'on le vit en direct, il se passe des folies. C'est très très impressionnant leur playoff, mais j'ai l'impression que celle-là, c'est un peu la défaite qui. C'est celui-là qu'il fallait pas perdre, ça va leur faire mal. Au moral, ça, ils sont capables de réagir. C'est plus physiquement. Le Thunder a compris là, dans une bataille de tranchées. Ils peuvent gagner en fait. C'est plus si écrit que ça que les batailles de tranchées sont pour les Nuggets. Et ça, dans la tête. Si on retrouve un match serré, même au 6, admettons que le Thunder prenne le 5, même au 6, à Denver, dans une ambiance de fou ou quoi, dans un match serré, ça se trouve, Denio va faire « Vas-y Aaron Wiggins, rentre tes tirs. » Et puis il va peut-être les mettre. Moi je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Il y a même un scénario où Denver remporte le 5 et le Thunder remporte le 6. Il y a un scénario où Denver l'a gagné en 6, la série. Attention. Voilà. Allez, moi j'en veux 7. On va voir, ce sera magnifique. On va basculer dans le deuxième match de cette soirée, où là ça va être un peu plus rapide, parce qu'on n'avait ni la même réussite dégueulasse des deux côtés, ni un écart serré en fin de match avec de la grosse exécution. Mesdames et messieurs, malheureusement, les Cavs étaient revenus à 2-1. On avait parlé des deux premiers matchs, avec notamment les Pacers qui avaient fait le boulot à Cleveland. On était retourné dans l'Indiana pour voir le Game 3. Énorme Donovan Mitchell qui avait foutu la franchise sur son dos. Max Strus aussi qui a été Il est très bon depuis le début de la série. Tout à fait. Max Strus qui avait été excellent. Hier soir, il s'est raté. Mais c'est ça. Victoire donc des Cavs sur le Game 3. Match le plus important de la saison, Game 4, parce que soit Indiana enfonce la tête des Cavs sous l'eau, soit Cleveland met une pression folle sur les Pacers en retournant à Cleveland. Ouais. On a eu un match à sens unique, on a eu de l'entame à la fin, une branlée des Pacers. Parfois, il y a des scores qui ne sont pas représentatifs de ce qui se passe. Il y a plus 20, ressenti, il y a plus 50. Ouais, de toute façon, c'est pas compliqué. Les Cavs finissent, j'étais en train de regarder, les Cavs finissent à moins 20 alors qu'ils ont mis 70 points en deuxième mi-temps. Ah non. Voilà, leur première mi-temps est une catastrophe offensive et défensive. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que les Pacers c'était chaud et ça rentrait bien et tout, mais là la défense des Cavs, s'est fait manger. On va rendre évidemment à Indiana ils ont pris sous l'eau, le fait qu'ils ont vachement bien abordé ce match. Indiana a abordé au taquet, avec agressivité, avec un mouvement de ballon intéressant, avec Pascal Siakam servi au poste sur les mismatchs, avec des cuts backdoor. Enfin vraiment, le jeu à la Pacers qu'on connaît, ils les ont pris à la gorge et les Cavs ont pas trouvé. Et que tu trouves pas parce que ton attaque est un peu enrayée, ok, mais même défensivement, j'ai trouvé qu'ils se sont fait beaucoup manger. Tout à fait. En fait, ce qui était fou pour ceux qui ont suivi la série notamment, dans les matchs ou qui se sont fait les replays, c'est que sur le Game 3, il y a un ajustement de Kenny Atkinson qui est vachement intéressant et dont on parlait notamment dans la preview de la série, c'est Cleveland commence à poser une zone 3-2 avec Evan Mobley en pointe. Ouais. Un truc de ptérodactyle. C'est une équipe qui shoot bien, c'est risqué, c'est risqué. C'est osé, mais Paris gagnant sur le Game 3. Sur le Game 3. Cleveland qui dit, face à notre zone 3-2, on va avoir Mobley en pointe, Jarrett Allen derrière, des gars qui naviguent un peu, et donc, allez-y, Indiana, montrez que vous êtes capable d'attaquer une zone 3-2. Ils n'ont pas réussi sur le Game 3 à s'ajuster dans le match. Le travail qui est fait par Lloyd Pierce, Rick Carlisle dans l'entre-deux matchs a été tellement clean que dès les 5 premières minutes du match, on a regardé le truc. Moi, j'ai regardé le match et j'ai fait genre, ok, si Cleveland ne répond pas offensivement, ça va être un carnage parce que, comme tu le dis, ils ont dit Siakam tout de suite au poste pour attaquer la zone 3-2 justement, va nous agresser Max Strus au poste. Miles Turner, si tu as des positions, vas-y, ça va ouvrir les shoots à 3 points. La zone des Cavs, elle a explosé. Ouais. Explosé en plein vol. Elle a explosé et là, du coup, ils n'avaient pas de réadaptation à proposer. Enfin, Ils sont repassés en homme à homme, individuel, défense plus classique et tout, de base. Mais comme ils avaient un mal fou en attaque, comme les Pacers ont été extrêmement sérieux au rebond et ont exploité aussi en transition. Ils se sont procurés pas mal de points faciles. Mais c'est la mi-temps parfaite d'Indiana. Exactement. Mi-temps parfaite offensivement et défensivement. Un massacre. Et quelque part, ça fait quand même plaisir pour ces Pacers parce que depuis le début de la série, donc il n'y avait pas Garland aux 2 premiers matchs. Ouais. Pas Mobley Hunter au Game 2. Pas Mobley Hunter au Game 2. Commençait à y avoir un peu une petite musique, genre oui, les Pacers, ça fait 2 saisons de playoff. Preuve étant, les joueurs reviennent des Cavs au Game 3. Ouais, ça affronte que des mecs blessés, nanana et tout.
là, ils sont certainement pas à 100%, les joueurs des Cavs qui étaient blessés et tout, ok, d'accord, mais ils sont là, ils jouent. Bon, le staff médical les a autorisés à jouer et eux, ils ont décidé de jouer, donc c'est que ça doit être faisable. Et les Pacers répondent au défi, c'est-à-dire, ok, ils nous ont fait un énorme Game 3, ils sont venus chez nous, Donovan Mitchell, il a été incroyable, ils ont posé de la vraie défense, Mobley, on sait pas trop comment faire avec lui et tout. Là, comme tu l'as dit, Bastien, entrée de Game 4, magnifique, et il y a le côté de ces Pacers, ils ont ce côté genre, ils enfoncent bien les mecs qui ont la tête déjà un peu sous l'eau là. Ils sont nasty. Hein. Ça, ouais, là-dessus, c'est une équipe dangereuse. Des Pacers parce qu'ils sont nasty. Hein. Ils ont Mathurin d'ailleurs qui se fait expulser hier. Hein. Ouais, tout à fait. Sur un mérité d'ailleurs. Sur DeAndre Hunter, tout à fait. Il y a eu d'autres coups un petit peu. C'est une équipe qui joue dur, qu'on peut ne pas apprécier, mais qui collectivement répond présent. Siakam n'était pas bon sur les 8 séries. Il s'est fait secouer les cloches là sur le Game 4. Tout de suite, il a été énorme en première mi-temps. Servi, et il a exploité. Il a répondu présent, exactement. Donc, les leaders se font remonter un petit peu les bretelles et y répondent. On a eu une production de la part de tout le monde, c'est-à-dire que Andrew Nembhard a encore été là, Nesmith a encore été là, Miles Turner était en feu, Tyrese Haliburton, soit c'est son moment, soit il est à la distribution. Même Ben Shepard, il y a plus 25, il faut se jeter sur un ballon, il y va. McConnell, c'est pareil. Miles Turner en a parlé après le match. Ils avaient le sentiment, Indiana, de s'être fait tellement malmener devant leur public au Game 3 que rien que dans l'attitude, il fallait réagir. Et le fait que tu aies des mecs qui soient dans cette approche-là et qui réagissent d'une telle manière, je veux dire, je le montre, hein, le visuel, excusez-moi, hein, c'est quand même la plus grosse fessée sur une première mi-temps de l'histoire des playoffs, plus 41. Ça n'est arrivé qu'une autre fois. Et c'était les Cavs en 2017, Cavs Celtics. Mais Cleveland, cette équipe, avait justement mis un plus 39 à Miami au premier tour à la mi-temps dans le Game 4 à l'atrocité là, de fin de série. La façon dont Indiana a répondu, au-delà même, je trouve, parce qu'on va parler là de Cleveland ensuite de ce qui peut se passer à la suite de la série, au-delà même de ce qui s'est passé, on se focus beaucoup sur Celtics, Knicks de manière logique, parce que c'est deux équipes qui ont été meilleures en saison régulière. C'est une série un petit peu plus hypante. Parce que notamment, vite fait. Ils ont été un peu meilleurs. Ils ont été 2-3 par rapport pas meilleurs que les Cavs déjà. Et quand tu regardes bien la saison des Pacers. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, tu vois, on regarde Celtics, Knicks et on se dit, est-ce que en gros, il y a beaucoup de gens. Surtout que c'est de la hype de gros marché. Tout à fait. Et nous, les premiers, lorsqu'on a fait de la science-fiction notamment, on a fait, l'équipe qui remporte la série, peut-être Celtics-Knicks, va en finale NBA. Ça a été un petit peu ça le raccourci. Là, quand tu vois jouer les Pacers, Indiana, qui sont en position de se qualifier, ils ne sont pas encore qualifiés. Hein. Il y a des gens, tout à fait, il y a des gens qui commencent à dire Indiana peut aller en finale NBA. Il faut se réveiller. Parce que les gens qui ne les prennent pas au sérieux, si tu ne les prends pas au sérieux, tu te prends plus 40 à la mi-temps. Et surtout quand tu vois ce qui se passe dans l'autre série, on en parlera dans une autre vidéo plus tard. Quand tu vois ce qui se passe en termes de fond de jeu, dans la série Celtics-Knicks. Indiana peut se dire... Là, tu es les Pacers, t'es Rick Carlisle, t'es son staff, t'es Haliburton, tu fais attends, je comprends pas. Si on n'est pas trop con, on joue mieux que ces gars-là, mais on joue mieux. Bien sûr. Complètement. Indiana fait pile la série qu'il faut, prend bien les opportunités à Cleveland et se réveille au Game 4. Tu retournes chez les Cavs. Game 5 à venir. Ambiance très particulière parce qu'en plus on ne sait pas Donovan Mitchell à la cheville, il s'est fait mal. C'est très embêtant pour les Cavs parce qu'en fait on voit bien depuis le début de cette série que la superbe attaque des Cavs, de la régulière et qui a tabassé aussi le 8 quand même mine de rien. Ils les ont. Quand même, je crois que c'est peut le dire quand même. Froissé, Voilà, ne fonctionne pas bien là face à cette défense intelligente des Pacers. Oui. Très sous-estimée la défense des Pacers. Elle est bonne la défense des Pacers. Les Nesmith, les Siakam, avec Miles Turner, Haliburton, c'est pas le meilleur à ce sujet-là, mais il essaye quand même de faire les efforts. Moi, Nembhard, Shepard, tout ça, ça fait grave le taf et tout. Donc, met à mal la super attaque des Cavs. En plus, vraisemblablement, Garland et Mobley sont un peu moins bien pour bien jouer en attaque et tout. Mais donc, on a l'impression que l'attaque des Cavs est tenue, est trop une conséquence du niveau de jeu de Donovan Mitchell. Donc il s'est comporté comme un patron sur les 3 premiers matchs, avec un Game 3 magnifique, des moves incroyables, du scoring, il vit sur la ligne de lancer, et tout. La défense des Pacers, ça s'est un peu ajusté là, lors du match 4, mais on a surtout eu une équipe des Cavs au global dans laquelle Mitchell n'a pas réussi à surnager. Une équipe des Cavs bien dégueu. Et du coup, le match, il a été fini très vite. Ça, c'est un peu inquiétant. C'est inquiétant pour les Cavs. Ouais.
Parce qu'il y a des gars qui répondent vraiment pas. Bon, t'as Jérôme, les lumières sont beaucoup trop puissantes. Est-ce que quelqu'un peut baisser la luminosité? Là, c'est le petit Jérôme, là. C'est ça. C'est petit Jérôme. Oula, bah d'ailleurs, il s'y est pas trompé, Atkinson. Hein. Ouais, il le fout plus sur le terrain. Il l'a mis titulaire un peu, il a fait oula. Samuel le prend tous les jours, tout à fait. Non, c'est hyper compliqué pour Cleveland. Tu rentres à la maison. Toi, tu penses que, voilà, ouais, ça rentre à la maison. Les Cavs, ils ont beaucoup de problèmes, principalement des problèmes d'infirmerie, malheureusement. Donc là, il faut reposer les corps au mieux et essayer d'avoir du Mobley et Garland principalement, et Hunter aussi. Mais Hunter, j'ai l'impression que ça va. Non, Hunter, ça va. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ça va. Ouais, ça va. Je trouve Garland, je pense qu'il y a vraiment un sujet, est-ce que c'est dû à sa blessure ou quoi, mais il y a un sujet d'agressivité offensive, même si, alors qu'ils en auraient besoin quoi, pour suppléer Mitchell. Ouais. Et après, Mobley, j'arrive pas à évaluer. Là, c'est vrai qu'au Game 4, il a été moins impactant, mais je l'avais trouvé bon au Game 3. Mais bien sûr, attends, on va pas se mentir. Les Cavs se prennent une flanquée de blessures au mauvais moment. Des vraies blessures. Ça arrive comme ça, malheureusement, en playoff, il faut le dire. Cleveland, là, se prend des blessures dans tous les sens. J'ai même vu des fans qui se disaient en rigolant, bon, bah, écoute, si Jarrett Allen, là, se fait une épaule, là, on ne sera pas étonné. Parce que c'est vrai, je veux dire. Qui ne s'est pas vraiment fait mal là dans des moments importants? Hunter était blessé, Evan Mobley était blessé, Darius Garland était blessé, Donovan Mitchell vient de se faire la cheville. C'est difficile. Pour autant, je pense qu'on va retourner à Indiana. Toi, tu penses que ça finit en 5? Parce que j'ai vu plein de fans des Cavs dire commencer à envoyer des bonnes vacances. Merci les gars, c'était super. Moi, je comprends. Tu viens de te faire dézinguer. Ils essayent de s'auto-curse. On vous voit. Déjà, on vous voit. Tout à fait. Et puis, ils se sont fait dézinguer. Donc, ça te donne l'impression que les mecs sont déjà à Cancun. Mais juste là, tu t'es fait malaxer sur un Game 4 que Indiana devait prendre. La série, elle est pas terminée. À la base, moi, j'avais dit Cleveland. Ouais. Et genre 4-2, je crois. Donc, ouais. Bon, ça va être compliqué. Mais la série, elle n'est pas terminée pour moi. Toi, tu penses que c'est fini en 5? Genre Indiana finit le travail là, ils ont pris qu'un seul match à domicile, ils se sont fait avoir, et sinon ils vont flanquer les Cavs, la meilleure équipe de l'Est cette saison. Depuis le début de la série, la meilleure équipe c'est les Pacers. Tout à fait. Depuis le début des playoffs à l'Est, c'est pas les Pacers la meilleure équipe? Bon, les Celtics ont envoyé du sale en match 3-4-5 contre le Magic. Indiana est l'équipe la plus régulière. C'est surtout ça, je pense. Ils sont sérieux, hein? C'est l'équipe la plus régulière parce qu'on est passé par tellement de montagnes russes avec les Knicks, les Celtics et là les Cavs que c'est compliqué. On retourne Indiana. Allez, oui, mais c'est un petit oui. Hein. Moi, je trouve que ces Pacers, non seulement ils m'impressionnent en tant qu'équipe et ce qu'ils sont capables de proposer collectivement en termes défensifs, je suis pas surpris par leur attaque, on savait. Ces Pacers-là, on sait qu'ils peuvent jouer comme ça. Et puis on sait que, bon, on sait pas forcément que tous les tirs vont rentrer, machin, mais on sait qu'ils vont créer, que le mouvement de balle va être très bon, qu'il y a beaucoup de joueurs qui pensent au collectif d'abord, mais qui sont très capables offensivement. Nembhard, Siakam, Turner, enfin il y en a plein et tout. Là, il y a qu'à voir le match d'Obi-Toppin, là, dans le match 4, là. Non, c'est parfait. Le match d'Obi-Toppin, là. C'est parfait. Voilà, même avec un McConnell qui est pas trop dedans, là, sur cette série, là, tu vois. T'as d'autres solutions, tu fais jouer Shepard. Ils sont tellement deep. Ils ont des. Voilà. Et Carlisle manie ça magnifiquement bien avec son staff et tout. Donc, c'est pour ça que c'est un petit oui, parce que les Cavs ont l'avantage du terrain, ils sont à la maison, ils vont être poussés par leur public, ils ont encore là 2 petits jours pour essayer de travailler sur la cheville de Mobley, l'orteil de Garland, tout ce que tu veux, reposer leur corps au mieux pour être dans la meilleure forme possible, pour attaquer, essayer de prendre à la gorge ces Pacers avant que ça soit eux qui ne le fassent. Mais, il y a un gros mais, c'est que je pense que les Pacers savent tout ça. Qu'on sous-estime aussi leur niveau d'expérience, il n'est pas mauvais. Et que pour peu que les Pacers soient dans le match... Ah non, mais ça peut être très flippant. S'ils sont dans le match, avec les Cavs qui ont l'air un peu plus usés, plus blessés, plus machin, s'ils sont dans le match, il peut y avoir un silence de cathédrale à Cleveland dans 2 jours. Là. Enfin, dans 2 jours. Ouais, dans 2 jours. Donc, oui, la logique veut que ça retourne à Indiana. Oui, c'est ça, que ça retourne à Indiana pour le Game 6. En l'état actuel des choses, je vois pas les Cavs faire mieux que de perdre en 6. Ah, que de faire revenir d'un 3-1 lead. Bon, là, s'ils y arrivent, c'est vraiment les playoffs du ciel. Donovan Mitchell a montré qu'il pouvait être de la tête et les épaules le meilleur joueur de la série. Hein. Tout à fait. Match par match, les Cavs. Match par match. Carton par carton, minute par minute. Tu vas déjà devoir bien aborder ce match à domicile. Parce que
il y a un truc qui, je trouve, est hyper important pour cette équipe, c'est oui, Cleveland, je sais, on peut refaire la série, se dire que serait-il passé si les matchs 1 et 2, mais c'est comme ça, c'est les playoffs, il faut faire avec. Les équipes qui sont championnes, il y a toujours une part de tout, de hasard, de chance, d'être là au bon endroit au bon moment et d'avoir les joueurs qui sont chauds. Tu as fait une saison historique. Ça a été une aventure extraordinaire pour leurs fans. La moindre des choses, c'est que Indiana a été l'équipe la plus préparée, physique et intense devant son public dans le match le plus important de la saison. Ouais. Cleveland n'a pas le droit d'avoir la même attitude, d'avoir autre chose que la même attitude devant leur public sur ce Game 5. Cleveland doit être l'équipe la plus agressive, la plus forte, la plus défensive, presse tout terrain. Tu joues ta saison. Défense, rebond, aller sur la ligne des lancers. Exactement, tu joues ta saison. Les tirs, on verra. Faut que ça tombe dedans. Si la cavalanche tombe, c'est plus facile au basket. Exactement. Mais défense, rebond, aller sur la ligne des lancers. C'est ça, agresser les Pacers. Si déjà tu as fait ça, tu peux éventuellement perdre dans le clutch, mais dire, écoutez les gars, on s'est défoncé, mais voilà, il y a un moment où on avait une tête et une épaule et des genoux et des pieds en moins, et c'est comme ça. Ouais. Si tu te donnes cette chance de forcer un match 6 à Indiana, déjà c'est vachement bien parce que c'est quand même important pour une équipe aussi forte d'aller se tester à l'extérieur dans un match qui va être une fournaise totale à Indiana. Et du coup, on ne sait jamais. C'est-à-dire que là, on a eu des matchs très très chauds des Pacers et pour le moment, tout va très très bien. Mais il faut voir aussi le jour où tu as la cavalanche des Cavs. Parce que pour le moment, on n'a pas eu de match des Cavs où ils sont... Enfin, il y en a eu quelques-uns, mais dans cette série où ils sont à 20, à 39, à 3 points, tu sais. Non, en feu, vraiment, on n'a pas eu dans la série. En feu, il n'y a pas. Donc, tu peux te donner... Non, je crois qu'il y a eu le Game 2 où ils ont été assez forts au shoot mais Indiana le prend. Très fort. Mais Indiana le prend. Et puis, Indiana avait shooté incroyablement sur le Game 1. Je te laisse voir. Je vais vérifier. Et puis pendant que tu cherches, je rappelle surtout qu'il y a ce truc aussi qui est en jeu, c'est que dans l'histoire des playoffs, il y a les Mavs de 2007 qui sont évidemment une équipe à 67 victoires qui est sortie au premier tour, donc eux ils ont la timbale des équipes avec des gros bilans qui ont fait nimp ensuite en playoffs. Mais attention, parce que les Spurs de 2016 se font sortir en demi par le Thunder, ils avaient 67 victoires. Les fameux Suns de 2022 qui sont sortis après 64 wins face aux Mavs, si je dis pas de bêtises. Oui, tu dis pas de bêtises. À domicile, donc il y avait eu tout un tas de mèmes, je veux dire l'atrocité, etc. Face à Luka Doncic, Game 7, atroce devant leur public. Et puis les Cavs de 2025, 64 wins. C'est rare de voir des équipes. Souvent, quand tu atteins ce niveau-là, tu sors soit tu es champion NBA, soit tu sors en finale NBA, soit tu sors en finale de conf. Mais là, en demi, ça serait très très violent pour cette équipe de Cleveland qui a fait une saison historique. Saison historique, mais on peut le voir, et d'ailleurs on en avait parlé pendant la preview, l'écart de niveau entre les deux équipes n'est pas si grand. Les Pacers payent, en termes de nombre de wins sur la régulière, les Pacers payent leur mauvais démarrage de saison. Ouais. Mais derrière, ils ont un niveau de jeu qui, d'ailleurs, là, se traduit bien en play-off. C'est que les Cavs n'ont pas tant de marge et voilà, une ou deux blessures. Et tu n'as plus de marge du tout. Tu es derrière, tu es mené 3-1. Tu es complètement dos au mur. Ça va être chaud pour Cleveland. Ça va être chaud. Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce qu'on retourne à Indiana ou est-ce que c'est un gentleman sweep? Non mais quelle phrase. Des Pacers 4-1. Waouh! Attention, le niveau d'intensité et d'animosité va être aussi très élevé parce qu'au-delà de Mathurin versus DeAndre Hunter... Mathurin, quelqu'un m'a prévenu qu'il y avait des caméras dans la salle et que du coup, quand tu mettais un chip shot comme ça, les arbitres ils pouvaient revoir ce que tu as fait. Après, plutôt que de faire quand il est par terre, c'est comme ça, il fait mec, tu viens de mettre un coup de poing. Mathurin en attitude, il a du talent, etc. Mais Mathurin en attitude, il est en train de rentrer dans le podium des types les plus teuteux de. Ouais. Donc il va avoir de l'animosité. Je sais que Tyrese Haliburton, il y a toujours un mec pour lui mettre une mandale côté Cleveland parce que ça célèbre dans tous les sens. Attention, ça va être un gros match, absolument immanquable, le Game 5 donc à Cleveland, mais ça retourne à Indiana. Allez, ok. Allez. Ça retourne à Indiana. On le souhaite pour les Cavs. Exactement. Du coup, la suite, c'est très très simple. Je vous rappelle que ce soir, il y a la loterie de la draft qui est donc commentée à 1h du matin. Mais vous allez parler des Celtics et est-ce que vous allez parler aussi des Warriors face aux Wolves? On arrive dans une deuxième vidéo qui sortira par la suite. On vous fait des gros bisous et très bon déjeuner à toutes et à tous. Bisous. Ciao.